Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Une nouvelle voix avec nous sur la web radio de l'Infectio. Aujourd'hui, je suis avec Anne Conrad, infectiologue dans le service des maladies infectieuses du CHU de Lyon. Bonjour docteur. Bonjour. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des infections urinaires. Tout d'abord, pourquoi s'intéresser à cela ? Les infections urinaires, c'est des infections qui sont très fréquentes. C'est le deuxième type d'infection au niveau communautaire, après les infections respiratoires, et c'est même le premier type d'infection quand on raisonne en termes d'infections associées aux soins. Donc, elles représentent un fort poste de prescription d'antibiotiques et donc ont un impact important sur l'écologie microbienne et sont associées potentiellement à la sélection de bactéries résistantes au niveau du microbiote intestinal. Et si on raisonne simplement pour l'EDN, c'est un item important car ça tombe très souvent et il existe des recommandations claires, donc il est facile de poser des questions. Ceci étant dit, les recommandations actuellement en vigueur sont en cours d'actualisation. Certains éléments vont être amenés à changer probablement en 2025, mais pour ce podcast, je vais me baser sur le pilier étudiant et les recommandations de la SPILF qui ont été actualisées pour la dernière fois en 2021. Alors que faut-il savoir sur la physiopathologie des infections urinaires ? Alors la majorité des infections urinaires vont être acquises par voie dite ascendante, c'est-à-dire elles partent d'une contamination du méa urinaire au niveau du périnée, puis de l'urètre par la flore périnéale avec une remontée des bactéries dans la vessie, voire ensuite au-delà, grâce à des facteurs de virulence bactériens spécifiques. Et ça va se refléter au niveau microbiologique. La grande partie des bactéries impliquées dans les infections urinaires sont d'origine digestive. Ainsi, la première bactérie responsable d'infection urinaire, c'est Escherichia coli, suivie de Proteus mirabilis, qui est une autre entérobactérie. Ça explique aussi pourquoi les infections urinaires sont plus fréquentes chez les femmes. Chez les femmes, l'urètre est plus court et la distance entre le tube digestif et le méa urinaire est plus courte également. Et à l'inverse, il faut absolument se méfier d'un staphylocoque doré dans les urines, qui la plupart du temps est acquis par voie descendante, c'est-à-dire qui traduit une bactériémie à staphylocoque doré qu'il va falloir rechercher. Et il faut raisonner face à une bactérie à staphylocoque doré comme face à une bactériémie à staphylocoque doré, et donc rechercher en particulier une endocardite infectieuse. Et quels sont les différents types d'infections urinaires et quels en sont les signes cliniques ? On va distinguer la cystite, infection urinaire basse, des infections tissulaires. La cystite va se manifester par des signes fonctionnels urinaires, parmi lesquels on trouve les brûlures mictionnelles, la polachiurie, donc le fait d'émettre très souvent des petites quantités d'urine, l'hématurie macroscopique éventuellement. Les urines troubles ou qui sentent mauvais ne sont pas pris isolément des signes d'infection urinaire. Ce qui est important, ça va être de rechercher les signes négatifs. Au cours d'une cystite, il est important de s'assurer de l'absence de fièvre, absence de douleur lombaire, qui au contraire orienterait vers une infection parenchymateuse de type pyélonéphrite. Donc les infections parenchymateuses vont inclure donc, les pyélonéphrite, les prostatites, qui sont des infections potentiellement graves, peuvent se compliquer de bactériémie, de sepsis, d'abcès. Elles vont typiquement se manifester par de la fièvre et au cours de la pyélonéphrite, on va avoir une douleur lombaire spontanée ou à l'ébranlement de la fosse lombaire. On peut avoir des signes digestifs et tout le tableau peut être précédé ou associé à des signes fonctionnels urinaires bas, mais leur présence n'est pas obligatoire au cours d'une pyélonéphrite. Pour la prostatite, les signes cliniques évocateurs sont les signes fonctionnels urinaires comme au cours de la cystite, la dysurie, voire une rétention aiguë d'urine, la douleur pelvienne ou une douleur au toucher rectal lorsqu'il est réalisé. Alors, je viens d'évoquer la prostatite, qui est une entité histologique, mais il faudrait plutôt raisonner en termes d'infection urinaire masculine, car le paradigme actuel, c'est que toute infection urinaire chez l'homme implique une infection de la prostate, et que la cystite chez l'homme n'existerait pas, ce qui est probablement faux, mais on va rester simple pour aujourd'hui. Donc, à ce jour, il faut toujours traiter une infection urinaire chez l'homme comme s'il y avait une atteinte de la prostate, donc avec des antibiotiques diffusant bien dans la prostate et pour une durée suffisante de 14 jours pour les molécules qui diffusent le mieux. On y reviendra un peu plus tard. Et comment une infection urinaire simple peut être grave ? C'est pas un peu illogique ça ?
Alors attention à ne pas tout mélanger. Simple et à risque de complications vont être des qualificatifs qui font référence au terrain sur lequel survient une infection urinaire. Une infection urinaire simple, par définition, elle ne survient que chez une femme jeune, sans antécédents. Une infection urinaire à risque de complications survient sur un terrain à risque de complications. Donc, les facteurs de risque de complications sont les anomalies de l'arbre urinaire, l'âge avancé, un âge physiologique supérieur à 75 ans ou supérieur à 65 ans avec 3 critères de fragilité minimum, l'immunodépression, l'insuffisance rénale chronique, stade 4 ou 5. Chez les diabétiques, les infections urinaires sont plus fréquentes, mais le diabète n'est pas un facteur de risque de complications. Le sexe masculin, la grossesse, le fait d'être un enfant sont des facteurs de risque de complications, mais ce sont des infections urinaires qui sont traitées à part, donc qui ont des algorithmes de prise en charge bien distincts. À l'inverse, le qualificatif de grave va faire référence à une infection parenchymateuse avec des signes de gravité. Donc une infection urinaire simple peut être grave, au même titre qu'une infection à risque de complications peut être grave. Il y a 2 situations qui définissent la gravité d'une infection urinaire. C'est la présence d'une obstruction sur les voies urinaires nécessitant un drainage, une dérivation interventionnelle des urines, ou la présence d'un sepsis, voire d'un choc septique. Et quels sont les examens complémentaires clés au cours d'une infection urinaire? D'abord la bandelette urinaire, qui est un examen d'orientation, qui peut être fait en cabinet de médecine libérale, désormais également chez le pharmacien, sinon en laboratoire d'analyse médicale. Pour faire une bandelette urinaire, il n'est pas nécessaire de faire de toilette génitale préalable, sauf s'il y a une indication à prélever un ECBU par la suite, nous y reviendrons. La bandelette urinaire, elle est trempée dans les urines fraîchement émises et sur les coussinets réactifs, on va s'intéresser à la présence de leucocytes qui traduisent l'inflammation au niveau de l'arbre urinaire et à la présence éventuelle de nitrites qui traduisent la présence de bactéries ayant une nitrate réductase et donc qui vont produire des nitrites. On dit qu'une bandelette urinaire est positive s'il y a des nitrites et ou des leucocytes. Ce qui est important de connaître, c'est que la bandelette urinaire a une bonne valeur prédictive négative chez la femme suspecte d'infection urinaire, ce qui veut dire quand on suspecte une infection urinaire chez une femme, qu'on fait une bandelette urinaire, que celle-ci est négative, il ne s'agit vraisemblablement pas d'une infection urinaire. Il faut rechercher un diagnostic différentiel, alors que chez l'homme, la bandelette urinaire a plutôt une bonne valeur prédictive positive. Une BU positive est un argument supplémentaire en faveur d'une infection urinaire. L'examen clé pour le diagnostic microbiologique précis d'une infection urinaire, c'est l'ECBU, l'examen cytobactériologique des urines. Pour l'ECBU, les conditions de prélèvement sont particulièrement importantes pour en améliorer les performances diagnostiques. Un ECBU est idéalement prélevé le matin ou au moins 4 heures après la dernière miction. Pour prélever un ECBU, il faut essayer de faire ça dans les conditions les plus propres possibles. Donc, on recommande de se laver les mains, d'effectuer une toilette génitale à l'eau et au savon, puis de passer une lingette antiseptique au niveau du méa urinaire. On va prélever le 2e jet d'urine. Ça aussi, c'est important parce que le premier jet d'urine est fréquemment contaminé par la flore périnéale et ne doit donc pas être analysé dans le cadre d'un ECBU. Pour interpréter un ECBU, on va s'intéresser à la leucocyturie. Elle est dite significative si elle est supérieure à 10 puissance 4 par ml, ainsi qu'à la bactérie, donc à la quantification des bactéries dans les urines. Une bactérie est significative lorsqu'elle est supérieure à 10 puissance 3 chez l'homme et pour le l'Escherichia coli chez l'homme comme chez la femme. De toute façon, ces seuils sont non opposables et la clinique va toujours primer si le tableau clinique est évocateur d'une infection urinaire. Enfin, le dernier examen complémentaire important, chez la femme, pensez à toujours rechercher une grossesse, car les infections urinaires chez la femme enceinte ont des particularités en termes de prise en charge, diagnostique et thérapeutique. Merci beaucoup, Dr Anne Conrad. Merci Anthony. On vous retrouvera très bientôt pour la suite de ce podcast dédié aux infections urinaires.
Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.